Bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chers supporters. Le PSG l'a fait. Le PSG s'est qualifié pour sa première finale de Ligue des Champions de son histoire en battant Leipzig assez largement. 3-0. Avant la finale de demain contre Munich, on va donc revenir en long et en travers sur cette performance contre les Allemands. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance collective, des performances individuelles, et est-ce que Paris peut le faire? On va en parler tout de suite avec nous ce soir. Lionel, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Heureux? Oui, content. Content. Après, comme on dit, il n'y a que la victoire qui est belle. Donc, je serais très heureux si demain on gagne. Mais là, je suis content. Rayas? Je trouve que tu as une voix de merde ce soir, Basto. Bonsoir tout le monde. Heureux? Honnêtement, non. Moi, je suis content parce que j'ai vu un des meilleurs PSG sous Tourelle et ça rivalisait avec. Il y a tellement de choses qu'on attendait qui se sont concrétisées sur ce match et puis même il y a même mettre en lumière. Enfin, en gros, le match qu'on a fait m'a fait du bien. Et rien que pour ça, je suis content. Alors après, bien sûr, s'il y a la victoire au bout, je serais ravi, mais rien que pour ça, je suis déjà content. Et bon, on va en parler tout de suite avec toi, Darius. Cette performance collective, est-ce que ce soit dans la position d'équipe, dans le choix de jeu de l'équipe, est-ce que tout cela a été cohérent et est-ce que cela a été bien appliqué? C'était très cohérent et on a vu une vraie complémentarité entre les différents joueurs. Je trouve que, il y a deux joueurs qui ont été décriés, Kerrer et Mbappé, mais pour moi, ils ont tenu leur rôle. Bien sûr, ils n'étaient pas forcément dans les formes olympiques, je parle de Mbappé là, mais il a tenu son rôle, il a été utile, il a permis de trouver des décalages. On avait un milieu qui était conquérant, on avait un Paredes, on avait la capacité de relancer direct, parfois de temporiser, parfois de chercher des passes plein axe qui franchissaient des lignes au sol. On l'a fait en l'air, il y avait une vraie diversité. Et c'était vraiment rafraîchissant parce que j'ai pas le sentiment d'avoir vu un PSG de ce niveau-là. Enfin, pour moi, le point de référence de Tourelle, c'était le match contre Liverpool en poule l'année dernière. C'était bien au-dessus dans le jeu et j'avais jamais vu le PSG être capable d'utiliser le jeu de la manière avec laquelle il l'a fait sur ce match. Lionel, ton avis? Non, je pense que Seb a un petit peu tout dit. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la totale maîtrise du Paris Saint-Germain sur, on va dire, 80 minutes de jeu. C'est-à-dire que ils ont 45 à la 55e. Oui, mais il y a eu 10 minutes où c'est normal après la mi-temps que Leipzig rentre dans le match en essayant de nous faire douter. Mais mis à part cette période-là, le Paris Saint-Germain a géré. Ils ont su. C'est eux qui ont mis le tempo, c'est eux qui ont décidé du rythme du match, c'est eux qui ont décidé en fait du match. Et c'est vrai que, comme a dit Dreias, depuis l'arrivée de Tuchel, on n'avait jamais vu un match aussi abouti. Et pour ça, c'est vrai que ça nous rend heureux. Ah, c'est un peu coupé. Et pour ça, ça nous rend heureux. Ah, d'accord, très bien. Je vais rebondir par ce que Lionel. Oui, voilà, tu l'as dit, Lionel, et moi je ne l'avais pas dit. Moi, j'ai surtout parlé du jeu avec ballon parce que c'était la grande nouveauté, mais en plus, le jeu sans ballon était très cohérent. Tout le monde a dit que c'était un Leipzig faible, mais je pense que Di Maria avait le mot juste par rapport à ça. C'est un Leipzig qu'on a su rendre faible de par notre positionnement, de par l'attitude des milieux, qui vraiment, en termes de pressing, on était là, et surtout, on était en train de peser une menace constante derrière eux qui faisait qu'ils n'osaient pas sortir, qu'ils étaient complètement bloqués. Et le jeu sans ballon est aussi à mettre en avant sur ce match. Au-delà de meilleurs matchs que vous dites sous Tourelle, est-ce que pour vous, c'est un des meilleurs matchs d'un milieu de terrain parisien en Ligue des Champions sous QSI? Moi, il y avait il y a toujours le 4-0 contre Barcelone où le milieu de terrain était très très bon. Mais en termes de complémentarité, il y avait eu une illusion à un moment, alors je ne sais plus exactement quand, avec Draxler, Marquinhos, Verratti. Draxler, Verratti et qui est parti à la Juve, Rabiot. Oui, le milieu tournant. Voilà, il y avait eu un début, mais il n'y avait pas eu cette impression d'assise du milieu. Que j'ai eu, pour moi ouais, c'est un des milieux les plus forts que j'ai vu depuis QSI en fait. Lionel? Oui, après, il y avait eu aussi, je trouve, le milieu de terrain qu'on avait eu quand on avait joué à 10 contre Chelsea, avec Pastore qui s'intégrait un peu comme une sorte de 9,5, et je croyais que c'était aussi un très très beau milieu. Mais oui, après, c'était pas forcément dans le jeu, mais comme a dit Idrissa, c'est dans le positionnement, c'est dans cette capacité où on a su empêcher les Spics de mettre du rythme. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient le ballon, on récupérait assez rapidement et après, on était capable de mettre le tempo qu'on voulait. Et le milieu de terrain
Herrera, Marquinhos, Paredes, ça a vraiment été exemplaire à ce niveau. Et puis complètement complémentaire en plus. Oui. Complémentaire On peut rajouter aussi dans ce milieu de terrain, même si il n'a pas joué vraiment milieu de terrain, on peut rajouter un peu Bernat qui a tendance à venir aider un peu, qui joue un peu plus haut que Kerrer et qui donc permet en fait d'avoir presque une ligne de 4 dans ce pressing. Et c'était vraiment, c'était un match vraiment agréable à voir. C'est sûr qu'on voit que ça change, Bernat qui vient aider le milieu par rapport à un Baker en finale de coupe ou avoir un latéral comme ça qui peut venir aider le milieu. Tu parles beaucoup de rythme, donc du rythme mis par Paris, du rythme contrôlé par Paris qui a empêché de mettre Leipzig. Il y a eu quelques remarques sur le match de Paris-Leipzig qui était un peu intense. Effectivement, quand on regarde les stats UEFA, Paris a couru 99 km, Leipzig 105, ce qui est en deçà des standards de gros matchs de Ligue des Champions. Pour toi, c'est vraiment le rythme qu'a mis Paris qui fait qu'on a ces stats ou est-ce que c'est un autre problème Lionel, ton avis là-dessus? En fait, le Paris Saint-Germain, quand on analyse l'équipe du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, c'est une équipe qui, dans ses meilleurs matchs, les matchs où où ils contrôlent, etc., fait moins de 105 km dans le match. Et c'est une équipe, à partir du moment où elle dépasse ces 105 km, souvent c'est parce qu'elle est mise en difficulté par l'équipe adverse. L'équipe adverse l'oblige à courir, à mettre du rythme. Or, dans ce match-là, il y a plusieurs choses aussi qui qui font que le Paris Saint-Germain n'ait pas dépassé 100 km. La première chose, c'est qu'ils ont su récupérer le ballon très tôt. Et dès qu'ils récupéraient le ballon, ils jouaient sur un faux rythme qui ne permettait pas à Leipzig d'imposer son rythme. Et puis, à la 60e minute de jeu, 56e exactement, quand vous menez 3-0, et que vous voyez que l'équipe en face, quand vous êtes mené 3-0 et que vous voyez que l'équipe en face est tellement supérieure, entre guillemets, vous abandonnez. Et à partir de là, le Paris Saint-Germain n'a plus besoin d'imposer un rythme. Et ils n'ont pas cette mentalité un peu du Bayern de Munich à constamment vouloir chercher le 4e, 5e, 6e. On peut peut-être regretter, mais c'est dans un tournoi où vous avez quand même des temps de repos qui sont pas qui sont pas trop longs et que vous devez quand même garder de l'énergie pour le match suivant. Ça a été bien géré. Donc pour moi, je pense que c'est surtout parce que le Paris Saint-Germain sait que c'est une équipe qui n'est pas en capacité de mettre un tempo très élevé et qu'ils ont su maîtriser cela et empêcher l'Espig, parce que l'Espig, c'est une équipe qui très rarement descend en dessous des 115, 120 km. Et là, je crois qu'ils n'ont pas dépassé les 105, 106. Donc, c'est le même avis, c'est Paris qui fait un gros match et non pas Leipzig qui le rate. Alors, Lionel l'a expliqué de manière rationnelle. Moi, j'ai une première lecture quand j'ai vu le match, et après, j'ai une deuxième lecture. La première lecture, quand j'ai vu le match, c'est que pour moi, il y avait de l'intensité, elle était là. Et il y a une chose que l'intensité ne mesure pas, c'est les changements de rythme. Et sur ce match-là, et notamment grâce à Paredes, Paredes, pour ça, il est extraordinaire, c'est qu'il change le rythme des matchs. C'est-à-dire que tout à coup, ça va accélérer, ça va filer droit devant, tout à coup, ça va ralentir, ça va passer sur les côtés. C'est vraiment, il est fabuleux pour ça. Et ça, c'est pas du tout mesuré dans l'intensité. Et moi, sur ce match-là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir une équipe qui avait une main mise sur l'autre, où l'autre était, c'est comme s'ils essayaient de se débattre dans un truc et ils n'arrivaient à rien à faire. Et j'ai pas eu cette perception d'intensité. Et après, une fois qu'on me l'a dit, c'est vrai que je me suis dit, peut-être que ça courait peut-être pas assez, peut-être que, comme Lionel le justifie, peut-être qu'on n'a pas cette mentalité de continuer à pousser et peut-être qu'on aurait pu en effet faire plus. Mais ce qui est notable, c'est vraiment l'intensité de Leipzig et je crois que l'intensité de Leipzig s'explique très bien par le fait qu'on les a mais cadenassés, quoi. Est-ce que ce format en un match, par rapport aux qualités de Tourelle et du PSG, a avantage Paris? Parce que Paris prend profit de ce format, Darius. On ne saura jamais. On ne saura jamais parce que le truc, c'est le truc qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'à chaque fois, les années précédentes, quand on faisait un match qui était cohérent à l'aller, on se faisait littéralement humilier au retour. C'est même pas qu'on se faisait battre, hein, c'est qu'on se faisait humilier au retour. Donc ça te donne raison. Mais au fond, on ne saura jamais. C'est un truc de Cassandre où il y a ceux qui veulent voir que c'est une coupe au rabais, qui est machin, qui est bidule, qui vont dire ah bah oui, ça les favorise. Il y a d'autres. On ne le saura jamais. En soi, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une compétition qui joue comme ça. Lionel? Oui, ça avait coupé. Ouais, ton avis là-dessus, du coup.
Ouais, après, c'est sûr que la gestion des émotions est différente parce que tu sais que c'est sur un match et que enfin, il y a pas droit à l'erreur et que forcément, ben, c'est soit tu gagnes, soit tu es éliminé. Donc, je pense que dans les deux cas, c'est des émotions qui sont pas forcément faciles à gérer. Une Coupe du Monde, c'est pas, ça se voit, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Et je pense que le Paris Saint-Germain, s'il est arrivé à ce niveau-là, c'est que émotionnellement, il a su peut-être trouver les solutions qui l'empêchaient les années précédentes d'atteindre ses objectifs. Donc, je ne sais pas si on serait arrivé en finale dans un format aller-retour. Enfin, on va pas réécrire l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent, en tout cas depuis le match retour contre Dortmund, une équipe qui mentalement est plus à même à se sortir des tripes et à donner le maximum et ne jamais baisser les bras. Ce qu'on ne voyait pas les années précédentes, on avait l'impression en fin de match que on le voyait quand on voyait les matchs contre Paris à l'époque, qu'en fin de match, on allait prendre ce petit coup qui allait nous mettre à terre. Là, cette année, c'est différent. Donc, on verra après. Puis c'est pareil, par rapport à ça, je me souviens, il y avait des années, notamment entre le Barça aller, Barça retour, où il y avait eu le dîner avec Marco Verratti, Matuidi, il y avait le ensemble, on va le faire, il y avait, etc. En fait, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Dans les faits, tu pourrais dire la même chose entre les matchs, qu'entre deux matchs, ils pourraient faire ça. Et il y a une vraie concentration qui s'est mise en place, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant. Alors après, j'ai un peu de crainte, moi, mais bon, ça, on en parlera plus tard par rapport à la finale. Mais il y a quand même quelque chose de solide qui s'est mis en place que tu ne voyais pas forcément les autres années. Alors, deux petites choses, moi je disais ça juste parce que Tourelle avait dit avant le match contre l'Atalanta, il avait reparlé du match aller à Dortmund qui avait perdu 2-1, où on avait été un peu frileux, mais il avait dit que c'était l'objectif c'était de ne pas sortir éliminé de ce match et non pas vainqueur. Et il avait mis en avant le fait qu'avec ce format, on ne pouvait pas calculer. Et c'est vrai que quand on mène après un match aller, on est forcément dans le calcul. Est-ce qu'il faut continuer à attaquer, gérer le score? C'est toujours compliqué. Mais effectivement, comme dit Darius, on ne peut pas savoir avec ce bout. Ça se trouve, on aurait explosé aussi de la même manière Leipzig au retour, on ne le saura pas. Voilà, ça sert On ne surtout saura pas. à ceux qui veulent justifier que cette coupe n'est pas une coupe ou le contraire. Après, je pense que ce format, par contre, permet de mettre en avant souvent, on le voit dans les Coupes du Monde ou les Euros, c'est-à-dire une équipe qui, sur 2 semaines, va être soudée. Là, on a l'impression de voir un groupe qui l'est. Et du coup, c'est quelque chose qui est plus important, l'esprit de groupe, sur un format comme ça, que sur une année entière ou des matchs qui se jouent 2 mois après, où ça peut être fluctuant puisque les joueurs ne sont pas toujours ensemble, rentrent chez eux. Là, ils sont confinés ensemble. Et cet esprit de groupe peut mettre en avant. Mais bon. On peut pas en tirer des conclusions. On peut pas dire ça avantage Paris ou ça désavantage. C'est vrai que l'un des avantages par rapport à ce format, c'est que, comme tu dis, on n'a pas ce retour à notre quotidien de Ligue 1 qui peut créer une dépression. Il m'a peur, comme ils en parlaient l'année dernière après United. Il n'y a pas le temps en fait, de réfléchir. Là, puis tout le monde reste ensemble. Il y a un contrôle, entre guillemets, sur la façon dont les joueurs récupèrent, sur la façon dont les joueurs se nourrissent. Enfin, il y a un contrôle qu'il n'y a pas sur la Ligue des Champions normale où, mis à part quand ils sont au centre d'entraînement, à l'extérieur, tu ne sais pas ce qu'ils font. Ouais, mais tu vois, tu peux te dire aussi, mais on ne saura pas, tu peux te dire que des années précédentes, on a peut-être appris. Et effectivement, on ne peut pas le savoir. Mais c'est possible qu'on ait appris, on ne saura juste jamais. En fait. On ne pourra pas le savoir. On va passer aux performances individuelles. Donc, on va faire ligne par ligne. On va commencer avec le gardien, qui n'était pas Navas, qui était Rico. Est-ce qu'il, pour vous, il a assumé son rôle avec satisfaction, Darius? Sans problème. Alors après, je serais content de récupérer Navas pour la finale parce que des mines des 25 mètres et le Bayern, c'est quelque chose de fréquent et on a vraiment besoin d'un gardien qui est capable d'aller la chercher pleine lucarne de manière récurrente et je serais moins rassuré avec Rico. Mais par contre, j'ai beaucoup apprécié Rico dans la dimension rassurant pour la défense. C'est-à-dire de sa capacité à intervenir proprement, cette capacité à intervenir vite, à vite aller chercher la balle, à vite la bloquer et à relancer simplement. Il n'a pas fait des relances de ouf, hein, mais il a relancé simplement et proprement. Je l'ai trouvé très rassurant pour la défense et pour moi, il était très bon. Lionel? Oui, je pense que ça tout dit à ce sujet. Et
on peut. Enfin, le seul petit bémol, c'est qu'il y a eu une frappe où il la repousse dans l'axe. Même mis à part ça, il a fait le job. Après, il n'a pas non plus été très inquiété. Mais après, ça reste un bon gardien. Puis c'est un gardien quand même, malgré tout, qui a une expérience européenne. Il a gagné l'Europa League. Il a fait de belles prestations avec des champions avec le FC Séville. Donc, bon, après, c'est sûr que Navas, c'est au-dessus. Et on sent quand même que quand Navas est là, la défense a une assurance supplémentaire. Il y a une âme supplémentaire en défense. J'ai pas trouvé sur ça, justement. Sur tout le reste, oui. Mais sur ça, j'ai trouvé que. Parce que tu as été habitué à Areola pendant des années, ça. Non, mais c'était un peu le cas. C'était un peu le cas en début. Mais je trouve que justement, Rico a su rassurer la défense. Et j'ai pas trouvé que ces séquences où effectivement tu parlais d'Areola ou etc. Mais où la défense était inquiète de ce qui pouvait se passer dans son dos. Et je trouve qu'au fur et à mesure du match, il a réussi à gagner la confiance. Et à l'arrivée, il a apporté, lui aussi, a apporté sa pierre à la cohésion de l'équipe, je trouve. Ouais, bah comme quoi avoir une doublure fiable avec une hiérarchie claire, c'est aussi important. C'est aussi important. C'est un poste très important, le gardien remplaçant, dans des formats comme ça, justement sur une semaine. Du monde dit souvent que le gardien remplaçant doit jouer son rôle. On va passer à la défense. Donc les latéraux, Bernat et Kehrer. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de cette doublette, Lionel? C'est-à-dire qu'il y en a un offensivement qui était très bon, l'autre médiocre. Et un défensivement, c'était pas trop ça. Et l'autre était, on va dire, bon, assez bon. Kerrer avec le ballon, c'est juste pas possible. Il a une conduite de balle catastrophique. Souvent, quand le ballon arrive sur lui, on sait qu'on va le prendre. Mais défensivement, c'est vrai qu'il est quand même assez solide, même si je trouve quand même qu'il ne dégage pas une sérénité. Ça manque quelque chose un peu plusieurs fois où il va se percuter avec Herrera ou bien avec Silva. Enfin, c'est un joueur correct. Après, Bernat, voilà, c'est Bernat, on connaît ses qualités. Il l'a encore démontré lors de ce match. Offensivement, c'est très très propre. Et défensivement, ça peut être un problème, surtout si Paredes est sur son côté, ou si c'est un joueur qui n'a pas un gros volume de jeu et donc qui ne l'aide pas forcément dans les 1 contre 1 ou 2 contre 1. Et cette capacité folle de Bernat a marqué quasiment que en Ligue des Champions. Dans des matchs importants, Liverpool, Naples, Dortmund, encore là, donc Pot Leipzig. Andreas, la même analyse globalement? J'avais un truc à ajouter, mais tu l'as dit, donc merde. Voilà, merci. Non, mais c'est ça un bon. Tu peux partir, Andreas. Va chercher le sauciflard. C'est ça un bon présentateur. Mais oui, non, je crois que Lionel a tout dit. Et effectivement, tu as précisé le truc de cette espèce d'anomalie plutôt favorable du côté des 6 de Bernat quand il faut. Tu as l'impression que Bernat est bien revenu physiquement après ça? Pas encore tout à fait. Pas encore tout à fait. Tu sens que Bernat, c'est un joueur, il multiplie les courses, mais il ne les multiplie pas avec la même fréquence que ce qu'il pouvait le faire avant. C'est-à-dire c'est en cours. C'est en cours. Et après, pour derrière, ouais, tu parles de Paredes, mais on parlera après, mais Kimpembe, quoi. On va parler justement maintenant de cette charnière Kimpembe-Silva qui avait déjà été plutôt satisfaisante. Contre l'Atalanta, est-ce qu'ils ont récidivé sur ce match ou même amélioré leur performance globale, Darius? Ouais, ils ont été l'un et l'autre très bons. Et moi, il y a une chose que j'apprécie, c'est que pour moi, le patron de la défense maintenant, c'est clairement Kimpembe. C'est Silva qui va haranguer, qui va, etc. Mais par l'attitude, par la multiplication des déplacements, par le fait de couvrir l'aile, et j'enlève rien aux qualités de Silva, on n'a pas besoin de les nommer, sur le papier, c'est le meilleur défenseur du monde. Kimpembe, pour moi, il y a juste ce bug où il fait toujours deux petites erreurs. Et son jaune, par contre, c'est pas de sa faute. Hein, c'est vraiment une erreur de Marquinhos pour le coup. Il est juste en train de rattraper quelque chose. Mais Kimpembe devient. Ça a toujours été un rock friable et c'est un rock qui devient de moins en moins friable. Et puis, il faut aussi nommer, il est précieux dans la première relance, il est précieux dans son attitude, du fait d'aller rechercher vers l'avant. Et oui, c'est ça, qu'est-ce qu'il couvre comme terrain derrière, quoi. Lionel? Oui, enfin, aujourd'hui c'est assez particulier parce que je suis souvent d'accord avec Dryas. C'est moins drôle. Ça invente un truc pour ne pas être d'accord. En fait, c'est parce que je suis en train de boire maintenant, alors que normalement j'ai bu avant, c'est pour ça. Dryas sob ce soir.
au-delà de ça, moi, ce que j'apprécie aussi dans l'attitude de Thiago Silva, c'est d'habitude, on a l'impression qu'il veut jouer le leader, mais sans être vraiment un leader. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il a accepté, même s'il a le brassard du capitaine, que c'est Kimpembe le leader, et que lui, ben, il est là pour bonifier en fait, un peu Kimpembe, c'est-à-dire régler les petits soucis, les petites sortes de concentration que Kimpembe peut avoir, mais en laissant ce rôle de leader de la défense à Kimpembe. Et je trouve que ça permet aux deux de vraiment gagner en efficience, et je trouve que ça c'est très, très bien. Et c'était déjà le cas face à Bergame. Ouais, bah, il aura peut-être fallu que Silva sache qu'il partait. Oui, mais je pouvoir depuis le Final 8, c'est le ressenti que j'ai. Et même contre Lyon, j'avais déjà vu, je crois que c'est contre Lyon, ils jouent ensemble tous les deux. Contre Lyon qui jouent ensemble, oui. Ouais, et on avait déjà plus ou moins vu cela. Et je trouve que. Alors après, peut-être que c'est comme tu dis, comme il est sur le départ, ben, il a un certain relâchement, etc. Mais j'ai trouvé ça. Je trouve que ça permet de bonifier tous les deux parce que même Sylvain n'a plus ce côté à vouloir faire redescendre le bloc parce qu'il ne dirige plus vraiment le bloc en fait. Et ça, c'est bien. Paradoxalement, il est très concerné. Oui. Paradoxalement, il est très concerné. Mais oui, oui. Et on peut même revenir sur une période où on jouait avec une défense à 3 et Silva était axe droit. Il était déchargé en fait du leadership et il était très très bon. Et là, il a été très très bon. Et en fait, c'est un joueur qui a soit des ambitions qui ne devait pas avoir, soit qui a été mal compris. C'est un joueur qui est juste pas fait pour être un leader. Une fois que c'est le numéro 2, c'est peut-être le meilleur défenseur du monde. Ouais, bah, peut-être. Quand on regarde la passe map de Kimpembe sur ce match, elle est assez incroyable. Il a raté qu'une passe. Et quand on regarde sa panoplie de passes, elles sont quasiment toutes vers l'avant. Avec ballon, il a été. C'est-à-dire que le seul défaut de Kimpembe, c'est qu'au fur et à mesure du match, il a tendance des fois à avoir un petit excès de confiance et qui fait qu'il va faire une erreur un peu stupide. Mais contrairement à il y a un an ou deux, ce que j'apprécie chez lui, c'est que maintenant, il n'hésite pas des fois à mettre des coups de shoot dans le ballon pour dégager loin ou mettre en touche. Là où à une époque, il était tout le temps dans cette recherche de sortir propre, etc. Là, je trouve qu'il devient de plus en plus efficace et à mon avis, s'il continue dans ce sens, dans 2 ou 3 ans, ce sera un excellent défenseur. Enfin, en tout cas, un défenseur niveau top 5 mondial. Il y a un autre truc que j'apprécie, c'est Kimpembe ces dernières semaines, c'est avant qu'on ait été pris dans son dos, il avait du mal. De plus en plus, on doit faire des retours, que ce soit pour aider Bernat ou même de l'autre côté contre l'Atalanta où il avait beaucoup aidé Kera. Donc il a une capacité à gérer la profondeur, notamment sur les côtés, beaucoup plus importante. Et latéral en même temps. Latéral, c'est-à-dire qu'il fait les deux axes. Mais ouais, et par rapport à ce que tu disais, je trouve qu'il est vraiment en train de gagner en maturité. C'est-à-dire qu'il, comme tu dis, il continue d'avoir ces deux petites sautes de concentration, mais elles sont de moins en moins problématiques. Et en dehors de ça, il a simplifié son jeu et il est vraiment dans une recherche d'efficacité. Et pour moi, il devient vraiment bon là. On va passer au milieu. Vous avez dit que c'était une performance complémentaire, collective et très performante de ce milieu. On va passer donc plus individu par individu. Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de Marquinhos, Herrera et Paredes donc? Herrera, j'ai vraiment trouvé très très bon. C'est le jour et la nuit entre le Herrera qu'on a vu pendant toute la saison et puis celui qui arrive au final 8. Il est bon avec ballon, il est bon sans ballon. Il démontre en fait tout ce qu'on attend d'un milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Et je ferais un mea culpa parce que je pensais qu'il était. J'avais trouvé que c'était un défenseur moyen, un milieu de terrain moyen. Et alors c'est pas top mondial, hein, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils sont dans un milieu à 3 avec les joueurs qu'on a à l'heure actuelle. Pour moi, je ne le sortirais pas de l'équipe. Après, Marquinhos. Alors, on connaît les qualités de Marquinhos, c'est-à-dire que c'est un joueur qui, c'est un peu le profil d'un Casemiro, c'est-à-dire que c'est pas le joueur qui va faire le jeu. Après, il a une bonne qualité de passe longue, mais il gère très bien en fait la hauteur du bloc, la gestion du bloc, est capable de surgir rapidement sur le terrain pour les empêcher de se retourner, et ça c'est très très bon. Et Paredes,
quand il est dans un milieu de terrain qui a autant de mobilité et qui fait un tel travail, lui, ça lui permet de se libérer pour pouvoir faire exprimer ses qualités, qui sont avant tout la passe et la gestion du tempo. Et c'est vrai que ça donne un milieu de terrain qui est intéressant. Alors, ce n'est pas le meilleur milieu de terrain qu'on ait pu voir sur les 4-5 dernières années en Europe, mais c'est un milieu de terrain qui permet en fait de mettre en valeur le trio d'attaque que l'on a devant et qui soulage aussi la défense. Et ça, c'est très bien. Daria, c'est ce même avis. Alors, moi, c'est à mettre avec des pincettes dans le sens où c'était dans un contexte particulier, contre un adversaire particulier, etc., etc. Mais je trouve que c'est une des meilleures performances en tant que milieu de terrain qu'on a fait depuis très très longtemps en fait. Et je le mettrais dans les meilleurs, pas de ce que je vois en Europe, mais dans ce que je fais. J'étais en extase devant la complémentarité. On avait un Marquinhos qui était en mode récupérateur chien fou, qui était à droite, à gauche, au centre, etc., qui était tout le temps dans la compensation des espaces qui manquaient. On avait un Paredes qui a toujours besoin un peu d'être dans un fauteuil, mais qui, une fois qu'il est dans un fauteuil, il est capable de t'aligner des mires et de se dire, ah tiens, là c'est le moment pour faire une passe laser au sol, c'est un moment pour passer le côté, etc., etc., et qui en plus a été relativement bon défensivement. Et quand je dis relativement, je suis un peu sévère parce que je l'ai trouvé bon défensivement. Il y a eu des moments où dès qu'il faut qu'il fasse les courses de 30 mètres, il est un peu perdu. Mais quand il faut intervenir, il est capable de muscler le jeu, il est capable de donner des bons coups. Et Herrera, bah, comme tu as dit, moi sur le match, je ne l'ai pas bien vu. Je l'ai pas bien vu. Il y a des fois comme ça, tu passes un peu à côté d'un joueur. Mais oui, a fortiori, en repensant au match, prestation majuscule, il permettait d'avoir une solution qui était devant. On l'a des fois, je m'en suis souvenu après, il est sur un des buts. Sur un des côtés où il y a Mukiele qui tombe, sur le troisième but, je crois, il est sur l'aile. Il proposait des solutions. On a un Neymar qui a vachement eu moins besoin de redescendre que contre l'Atalanta Bergame, qui était beaucoup plus devant, et c'est le positionnement d'Herrera qui l'expliquait. Et c'est pas individuellement, sauf peut-être Marquinhos, parce que je pense que Marquinhos, si Marquinhos est encore capable d'élever son niveau d'un iota, je pense que ça peut devenir un 6 référence dans un milieu à 3 en Europe. Mais les deux autres, tu vois, enfin Herrera, c'est à la fois génial et à la fois il lui manque un petit quelque chose parce que des fois dans les précisions des passes, c'est pas tout à fait ça, dans l'intensité des passes, c'est pas tout à fait ça. Mais la complémentarité des trois sur ce match-là, dans ce contexte-là, était vraiment extraordinaire à voir et moi j'ai vraiment goûté ces trois milieux-là ensemble. Daria, est-ce que cette performance du milieu ne remet pas en cause l'importance qu'on donne à Verratti? Ça va dépendre. Et c'est à là de Tourelle, parce qu'il faut aussi qu'on parle de Tourelle, parce que la performance qu'on a vue mais on sort du cadre, la performance qu'on a vue contre Leipzig remet en lumière ce qui s'était passé contre l'Atalanta Bergame, avec le fait de tout le temps vouloir balancer des ballons au-dessus, où Navas n'arrêtait pas de faire des relances, pour contrer justement le pressing tout-terrain qui est par Bergame, etc. Donc, est-ce que si Marco Verratti est capable de faire après, il y a je me complique. Marco Verratti, il y a des choses que Paredes sait faire que Marco Verratti ne sait pas faire. Je pense notamment au passe laser au sol à 30 mètres. Ça, Marco Verratti, il en fait, mais trop rarement pour se dire qu'il est capable de les faire. Maintenant, Marco Verratti va avoir d'autres qualités. C'est-à-dire que Marco Verratti, par son pressing, par sa capacité à résister à la pression, a des qualités qui sont intéressantes, qui peuvent libérer les deux autres milieux et qui peuvent apporter d'autres équilibres. Donc ça n'enterre pas, tout va dépendre de comment est-ce qu'il sera utilisé et de est-ce qu'il sera capable de se comporter comme Paredes, c'est-à-dire de ne pas forcément aller systématiquement dans les jambes de Marquinhos, parce qu'effectivement, s'il fait ça, il coûtera cher à l'équilibre. S'il est capable de jouer à distance de Marquinhos et de laisser à Marquinhos la responsabilité vraiment de la couverture du terrain tout en étant dans sa zone, il peut être utile. Lionel, ça va dépendre. Oui, avant ça, Verratti, je pense quand même, reste au-dessus de Paredes. Malgré tout ce qu'on peut entendre, Verratti est un joueur qui a, surtout depuis 1 an et demi, où il a vraiment physiquement travaillé, il a un volume de jeu qui est assez intéressant, plus intéressant même que Paredes. Et je pense que défensivement, il reste quand même un peu plus fort que Paredes pour moi, dans sa capacité d'aller harceler, de suivre, de pouvoir répéter les efforts. C'est un joueur aussi qui a une supervision de jeu. Moi aujourd'hui, si on doit partir si on peut se projeter pour demain, pour moi, le seul
poste où j'effectuerais un changement, je peux envisager un changement, c'est entre Paredes et Verratti. Sinon, je repartirais avec les mêmes 10 joueurs, enfin les mêmes joueurs de champ et Navas s'il est à 100%. Mais c'est une vraie question. Est-ce que ce sera aussi complémentaire? Parce que Marco Verratti a juste cet immense défaut de vouloir jouer à côté d'un autre milieu. Et le truc, c'est que Paredes n'a pas cette problématique-là. Et bien sûr, attends, tu sais, je tiens à préciser mon propos parce que j'étais pas du tout clair avant. Je dis pas que Paredes est meilleur que Marco Verratti. Je dis qu'il y a certaines choses que Paredes sait faire que Marco Verratti ne sait pas faire. Et je pense notamment au passe laser au sol à 40 mètres. Non, non, Mais si tu veux, il y a cette inquiétude avec Marco Verratti. Est-ce qu'avec sa proportion de vouloir jouer avec quelqu'un juste à côté, est-ce qu'il ne va pas déséquilibrer ce qu'on a vu dans ce milieu et déséquilibrer la complémentarité qu'on a vue? Mais après, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Il y a juste une inquiétude. C'est vrai qu'on a l'impression que Verratti. Alors, excuse-moi, Basto, je te coupe la parole. On a vu aussi pendant le match contre Leipzig, c'est qu'à certains moments, pour permettre à Paredes d'être un peu plus au centre, Marquinhos s'alignait en fait avec la défense. Donc, ça peut permettre aussi à Verratti de pouvoir avoir une zone d'influence supérieure. Mais non, sur ce que tu dis, c'est correct. Mais je pense que Verratti, si il gère bien sa zone et qu'il évite d'empiétrer sur Marquinhos, ça peut être qu'une plus-value parce que pour moi, il reste quand même notre meilleur milieu de terrain sur le terrain. On est d'accord. Après, il faut juste qu'il entende que Marquinhos, c'est celui qui va faire les compensations et qu'il ne faut pas qu'il se mette à faire les compensations en même temps que lui parce que ça va créer un déséquilibre. Parce qu'avec Herrera et Marquinhos, il n'aurait pas son Jorginho ou son Mota. Voilà, c'est ça. On verra s'il est titularisé demain. Haute milieu qui a sûrement perdu gros dans ce final 8, Idrissa Gueye. Est-ce que pour vous, ce match met fin au côté un peu totem, chouchou de Tourelle, Lionel? Écoute, moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas un fan d'Idrissa Gueye, contrairement à ce que tu veux faire. Non, je parle de Tourelle. Là, non, je sais, non, mais je ne dis pas ça parce que tu as dit là, je parle en général. Ah non, j'ai entendu ton évolution sur Gueye, je l'ai compris au fil de la saison. Moi, j'ai surtout parlé des qualités qu'il avait, mais aujourd'hui, les qualités de Gueye n'ont aucun intérêt dans le jeu du Paris Saint-Germain actuel. On a besoin dans la façon dont on a joué, en tout cas contre Leipzig, à aucun moment je me suis dit Gueye nous a manqué. Donc pour moi, j'espère que Tourelle ne va pas chercher à relancer Gueye contre le Bayern. Ce serait une hérésie. Ce serait une hérésie à ce stade. Ce serait pas lui faire un cadeau non plus, parce que si en plus de ça il rentre et qu'il fait un match médiocre, tu le tues, et même si on veut s'en séparer, là, c'est capoute. Donc, au pire des cas, si par bonheur on mène 2-0 ou qu'il faut un joueur qui est capable de multiplier les courses pendant 10 minutes en fin de match, on peut le faire rentrer, pourquoi pas, mais pour moi, aujourd'hui, il ne peut pas être envisagé. On ne peut pas envisager une titularisation de Gueye, en tout cas, pendant le match. Si je vois ça demain, je prendrai un billet pour la Lisbonne et mettre des claques à toucher. De toute façon, et pour appuyer sur l'autre jambe de Tourelle, comme ça, il se retrouvera avec deux jambes inactives. Non, mais de toute façon, là, il ressemblera vraiment à Bielsa, il restera bloqué sur sa glacière, tu seras content. De toute façon, sur toutes les mises en place du match de Munich, pour Gueye est dans l'équipe des remplaçants. Donc, a priori, il devrait être remplaçant demain. Drayas, ton avis sur Gueye a-t-il perdu sa place pour Tourelle? J'aimerais. T'aimerais. Après, il y a une chose, c'est qu'il faut l'avoir perdu pour ce final 8 dans ce contexte actuel et qu'il se retrouve de nouveau titulaire l'année prochaine dans un autre contexte. Bon, on verra. On va passer maintenant donc la dernière ligne, la ligne d'attaque. Neymar, Mbappé, Di Maria. Drayas, ton niveau sur ce trio? Je vais commencer par Mbappé parce qu'Mbappé a pris un peu cher à mon avis dans la presse. Il a pris cher parce qu'il était moins précis dans ses appuis, il était moins précis dans ses attaques, mais quel poison! C'est-à-dire que tu sais qu'il y a Mbappé, même un Mbappé à 50% peut te faire tellement mal que tu ne peux pas défendre de la même manière, tu ne peux pas couvrir les espaces des autres joueurs de la même manière. Ensuite, j'ai perdu la mémoire. Il y a Mbappé, Di Maria et Neymar. Di Maria, il a fait un choix qui était complètement stupide en deuxième mi-temps. Ça m'a énervé parce que j'aime bien m'énerver sur ce joueur, mais je pense que j'étais de mauvaise foi parce que tout le reste était parfait, surtout en deuxième mi-temps. Une prestation XXL.
Mais Neymar, quoi. Neymar est peut-être moins bon que Di Maria, mais alors qu'est-ce qu'il est précieux, qu'est-ce qu'il prend cher sur les attaquants. Je pense que les consignes des arbitres de l'UEFA, c'est un peu trop gentil Les en attaquants, face sur les, par les sur les- défenseurs adverses, quoi. C'est le nombre de fautes qui sont commises sur lui, et c'est des fautes qui sont indiscutables. Alors je veux bien que c'est des fautes qui méritent pas de jaune, mais à la troisième, quand je pense à Konrad Lemar qui fait un tacle qui méritait lui un jaune très orangé sur Kimpembe et qui a fait je sais pas combien de tacles sur Neymar avant. Enfin, il doit se prendre rouge quand il en arrive à cela parce qu'il aurait dû se prendre un jaune avant. Et pour moi, il y a un problème à ce niveau-là. Et ce qui est notable chez Neymar, c'est le mec qui va se faire tacler comme un malade. Et tu le vois plus faire ses trois roulettes, ses huit machins, ces trucs. Il tombe que quand il est obligé de tomber. Et à chaque fois, il se relève, il continue. Des fois, il se prend un coup, c'est pas grave, il continue. Il a une attitude qui est exceptionnelle. C'est devenu le patron de l'équipe. Tu sais, c'est pas le capitaine. Le capitaine, c'est Marquinhos. Enfin, c'est Thiago Silva, mais c'est Marquinhos dans les faits. Et c'est très bien. Mais de la même manière qu'il y avait Deschamps et Zidane en équipe de France, Zidane, c'était Zidane le patron de l'équipe, si tu veux, dans le dépositaire du jeu. Et clairement, Neymar a pris cette dimension. Il est extraordinaire. Il y a juste le problème de finition. On peut avoir un espoir parce que contre Bergame, il les mettait à 1,50 m du but. Là, il les mettait sur le poteau. C'est quand même un progrès. Mais mis à part ça, il est extraordinaire. J'ai entendu Yoann Mikou dire que c'était le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lionel, des choses à rajouter? Oui, parce qu'on avait débattu sur le manque de complémentarité, enfin en tout cas le fait que Neymar avait tendance à un peu éteindre Di Maria. C'est très vrai. Hein. C'est très vrai ce que tu dis. Tu nous rappelles un bug qu'on avait. Et j'avais dit que je pense que dans ce 4-3-3 avec qui fait que Di Maria n'a pas eu besoin de redescendre autant, ça aurait, je pense, changé la donne. Et on l'a vu parce que Di Maria avait sa zone qui était totalement disponible pour lui et il a pu s'exprimer et sans être frustré à la fin du match parce que il est obligé de s'occuper une zone avec Neymar. Et j'ai trouvé vraiment ce trio très complémentaire. Je ne vais pas critiquer Mbappé parce que on le sent quand Mbappé est à 100% et on le sent quand il n'est pas à 100%. C'est-à-dire que sans la blessure à Saint-Etienne, quand il démarre contre Saint-Etienne, on sentait qu'il était en avance sur le reste du groupe. Là, c'est évident, en plus, s'il joue strappé, qu'on le voit sur ses appuis. Il n'arrivait pas à démarrer comme il a l'habitude de faire. Et pour ça, je pense qu'on peut l'excuser parce que derrière, je trouve que dans son comportement, dans les efforts qu'il a fait, dans son attitude, bon, mis à part quelques fois où il a cherché un petit peu à dribbler un peu trop, je trouve qu'il a été très bon. Et ne pas, enfin, quand, je suis d'accord avec lui, quand les journalistes ou les autres personnes ne prennent pas en compte le fait que c'est un joueur qui, normalement, physiologiquement, normalement, n'aurait pas pu jouer ce final 8 et qui est disponible et qui donne ce qu'il a donné contre Leipzig, moi, je pense qu'il ne mérite pas de critique sur ce match. Très bien. Tu n'as pas parlé de Neymar, par contre. Neymar, le truc, c'est que tu peux rajouter sur Neymar. À ce niveau-là et dans son comportement, oui, il est top 3 mondial avec les deux monstres. Et je pense qu'il est en train de prendre le relais. Et ce qui est intéressant, c'est de sentir qu'il y a une forme de maturité dans son approche des choses. C'est-à-dire qu'il est capable de donner son corps à l'équipe en sachant que derrière, l'équipe va se donner pour le mettre dans les meilleures dispositions. Et cet échange, cette relation, cette osmose fait plaisir à voir, au-delà du résultat et autres. Très bien. Je pense que vous avez tout dit sur ce match. On va passer à un individu que tu as oublié. Tourelle. Ouais. On en a parlé tout à l'heure sur Tourelle a-t-il réussi son match tactiquement. C'était le premier individu qu'on a nommé. Ouais, mais après, oui, il y a le truc dont je parlais tout à l'heure, c'est l'Atalanta Bergame suivi de Leipzig. C'est deux tactiques complètement différentes, réformer complètement l'équipe. Dieu sait que j'ai critiqué Tourelle. Je pense que Lionel en est témoin. J'ai pas dit beaucoup de bien de ce coach. Et j'en suis pas à mon mea culpa, loin de là, parce que pour l'instant c'est un final eight et j'attends un petit peu plus de consistance dans des choix. Mais je dois dire que
le fait d'avoir fait ce match-là contre Bergame, où vraiment vous inquiétez pas les gars, balancez devant, ça va passer, pour ensuite de ça, contre Leipzig, faire un match qui est complètement différent, où là on s'appuie sur un milieu, où il arrive à trouver une cohérence entre trois joueurs, je pense qu'il y a du coaching derrière. Et je pense que c'est la première fois que dans ce podcast, je vais vraiment mettre Thomas Tuchel en avant, mais là, j'ai envie de lui donner 8. Alors pour info, j'ai de la terre à poterie et je sais que Darius veut préparer une statue en terre à l'effigie de Tourelle. Il me l'a dit ce matin. Je n'en suis pas là. Donne-moi un peu de terre, je mets la tête de Tourelle sous mon chevet de lit. Lionel, quelque chose à rajouter Au-delà, oui, si on peut ajouter quelque chose, c'est la première fois où je le sens totalement apaisé, en fait. Je ne l'ai jamais vu dans un état comme ça au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que les choses roulent sur lui, qu'il se dit de toute façon, je connais nos qualités, ça va le faire. Il dégage une tranquillité, une confiance, un côté apaisant quand tu le vois. Tu sens ni un excès de ferveur, ni un stress. Il est tranquille et je trouve que c'est rassurant pour les joueurs, mais même pour nous aussi. C'est-à-dire que ça nous évite de nous enflammer comme on a pu le faire par le passé. On est juste là tranquille à se dire, bon, bah, on verra ce qui se passera et ce qui arrivera. Alors c'est marrant parce que moi j'ai pas vu sa conf d'avant-match, mais j'ai vu beaucoup de monde qui disait que justement déjà dans sa conf d'avant-match contre Leipzig, on n'avait jamais vu un Tourelle aussi serein et calme. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et comme dit Seb, c'est peut-être sa jambe cassée. Il prend peut-être des médocs contre sa sociopathie. Ouais, ça y est, du coup, il peut plus autant bouger. Il prend des orties, des herbes. Il est bloqué. J'ai juste une question. On a la solution pour les prochaines années s'il reste. Il y a du Bielsa qui lui passe par où je pense une fois qu'il est assis sur la glacière. Et ben voilà, on a trouvé la solution. Quand il aura une coupe de nouveau valide, on lui casse l'autre. Question à vous poser à tous les deux. Oui. C'est qui le pire coach au QSI maintenant? Laurent Blanc. Ah, c'est ça. Ça reste encore Tourelle pour moi. Là, en fait, Bergame, j'étais, mais what the fuck, ce coach. What the fuck, ce coach. Et Leipzig, et quand tu prends les deux en parallèle, tu dis, ah ouais, non, en fait, c'est pas l'incompétent que je pensais. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus un incompétent. Mais il a quand même fait des trucs en championnat, des choix en championnat que je ne m'explique pas. Parce que là, maintenant, je comprends ses choix. Et si tu veux, le simple fait de comprendre ses choix, ça change complètement la lecture. Mais c'est pas parce que je comprends ses choix sur 2 matchs que je vais oublier tous les matchs où j'ai rien compris à ce qu'il faisait et où ça produisait des effets qui étaient pas si bons que ça. Donc pour moi, ça reste Thomas Tuchel. Maintenant, si Thomas Tuchel gagne avec des champions, commence à être cohérent l'année prochaine, clairement, ce sera Laurent Blanc. Vous savez que pour vous, votre escroc, là, le maestro, non, lui, il passe à travers les gouttes. Honnêtement, ouais, parce que en fait, c'est juste que Emery, on peut aimer, on peut ne pas aimer, on peut s'en souvenir qu'à cause du 6-1, on peut s'en souvenir pour d'autres raisons. C'est un coach qui demandait aux joueurs de jouer vers l'avant. Et le plan de jeu était super basique chez Emery. On est en train de se rendre compte à l'heure actuelle, et encore une fois, ça a confirmé que chez Tourelle, c'est peut-être un petit peu plus évolué que ça, qu'il est capable de comprendre plus de trucs. Mais néanmoins, le football sous Emery était rafraîchissant. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette intention d'aller marquer, d'aller encore. Tu vois, tu parlais par exemple du côté... Non, mais du côté tueur de Paris Saint-Germain qui n'est pas forcément comme Munich, où ça sera... Sous Tourelle, c'était beaucoup moins le cas. Les matchs duraient beaucoup plus souvent 90 minutes. Et il y a des périodes chez Thomas Tuchel, sous Emery, où clairement le football n'était pas là. Mais dans les périodes où le foot était là, c'était un foot qui était enthousiasmant. Et c'est quelque chose qui nous avait fait cruellement défaut après les 4 années de l'Euro. Après, la Darius, comment on parle de quelque chose de subjectif. Ouais. C'est que Unai était un vecteur d'émotion pour nous, ce que n'était pas Laurent Blanc, ce que n'était pas Tourelle. Et puis après, il y avait la manière avec laquelle les matchs étaient joués. Bien sûr. C'était vraiment cette recherche systématique de l'avant. Il se passait toujours des trucs, en fait. Et tu t'ennuyais vraiment pas. Les matchs sous Emery, tu ne t'ennuyais pas une seconde. Que tu aimes ou que tu aimes. La deuxième saison, pas la première. Moi, c'est le contraire. De quoi? Non. 6 premiers mois sous Emery, c'était pas facile. J'ai préféré sa première à la seconde, moi. Oui, mais à partir de février. Ouais, je suis d'accord. Oui, voilà. C'est les 6 premiers mois. Les 6 premiers mois qui sont vraiment là, et les 6 derniers mois d'Emery qui sont Mais entre les deux, il y a vraiment eu. En fait, c'est ça. Sous Emery,
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on se faisait rarement chier devant les matchs. Et rien que pour ça, moi, je lui trouve une indulgence. Après, pour revenir sur Tuchel et après on clôt le débat, moi, enfin, en début de saison, quand on en discutait, je disais que moi j'avais l'impression qu'il cherchait constamment à mettre son groupe euh, en difficulté pour chercher des solutions. C'est-à-dire qu'il les mettait toujours dans une position, il les obligeait tout le temps à sortir de leur zone de confort. Il le dit lui-même, hein. Non, mais je sais pas, quand on en discutait, je sais pas si tu t'en souviens, c'est l'analyse que je faisais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que Tuchel avait compris, parce que la première année à Paris, il avait essayé de mettre en place des choses tactiques, etc. Et il avait compris, moi c'est l'impression que j'avais eu en début de saison, qu'il avait compris que ce groupe-là n'a pas besoin forcément, enfin, c'est pas qu'il n'a pas besoin, mais c'est pas un problème tactique, le problème de ce groupe-là, mais c'est plutôt un problème de sortir de sa zone de confort. Et c'est l'impression que j'ai eu en début de, enfin, sur la première partie de saison, que constamment son ambition c'était de les mettre en difficulté par des changements de poste ou des trucs comme ça pour constamment les obliger à sortir de leur zone de confort et qu'ils puissent ne pas se sentir à chaque fois dans un confort parce qu'ils savaient que dans tous les cas ça allait passer en Ligue 1 même si c'était pas flamboyant, etc. Après j'ai eu, et je ne vais pas mentir, j'ai eu une période de doute surtout après le match aller contre Dortmund parce que bon, on n'a pas non plus toutes les informations, mais c'est vrai que je n'avais pas trop compris pourquoi au dernier moment il changeait de tactique comme ça. Il l'a expliqué dernièrement. Donc c'est vrai que sur cette période-là, j'ai eu un peu de doute et je me suis dit que voilà, c'est pas le coach qu'il faut Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je ne veux pas changer radicalement. Je pense que c'est un très bon coach. C'est peut-être pas un top mondial, il sera peut-être jamais un top mondial, mais je pense que c'est un très bon coach. Mais aujourd'hui, avec le recul, je reviens un peu sur ce que je pensais au début, c'est-à-dire que cette année, son objectif n'était pas un objectif de mettre en place du jeu, etc., mais de forcer ce groupe à sortir de sa zone de confort pour que, en quelque sorte, il soit constamment sous pression, un changement de poste, changement de stratégie, etc. Et en même temps, réussir à les souder pour avoir un objectif commun. Et sur ça, je pense que pour l'instant, le résultat est positif. Trop de louanges sur Tourelle, je suis en train de faire une syncope, aidez-moi vite. De l'air, Darius. Ah, de la bière, ça marche aussi. On va passer à Munich, donc, qui sera l'adversaire du Paris Saint-Germain en finale. Une question très simple, est-ce que ce Munich vous paraît injouable ou est-ce qu'il a des zones de faiblesse qu'on peut exploiter et quel compo vous mettriez contre Munich demain, Darius? Déjà, moi, il y a une chose que je note, c'est la différence entre les courbes. Notre courbe est plus ascendante et celle de Munich, mine de rien, est un petit peu plus descendante. Alors, c'est pas non plus clair. Enfin, dire que la courbe de Munich est un peu descendante, c'est très discutable. C'est juste qu'il y a quelques critiques qui ont été faites sur leur match contre Lyon. Mais mine de rien, il y a une confiance qu'on a qu'ils n'ont pas. Mais il y a le contre-coup. Alors, je ne réponds pas directement à ta question, je vais sur autre chose, sur ce qui entoure. Il y a le contre-coup de ça. Alors après, je ne sais pas si c'est la presse ou si c'est les joueurs. Mais alors, qu'est-ce que ça cause? Qu'est-ce que ça s'envisage? Qu'est-ce que ça se voit? Qu'est-ce que machin? Qu'est-ce que truc? Et ça me fait un petit peu peur. Après, contre Munich, je pense que malheureusement, notre marge de manœuvre est très faible. Et j'ai vraiment du mal, comme le disait Lionel, la seule question qui se pose, enfin, les seules questions qui se posent, c'est le retour des blessés ou pas le retour des blessés. C'est Navas-Rico. Je préférerais Navas. Et celui qui pose problème, c'est Verratti, Paredes. Je préférerais Verratti sur le papier, mais j'ai des craintes aussi avec Verratti. Et comme on n'a pas de marge de manœuvre, j'ai envie de dire, faisons la même. Maintenant, je suis très curieux de voir ce que Tourelle va faire. Peut-être qu'il va sortir quelque chose de son chapeau. Il m'a surpris contre Bergame, il me surprend là. Peut-être qu'il va sortir quelque chose de son chapeau qu'on n'aura pas anticipé et qui effectivement fonctionnera parce qu'il aura mieux compris la tactique de Munich que nous. Je ne sais pas. Maintenant, moi, avec mes connaissances, j'aurais tendance à dire aligne la même équipe et fais les ajustements nécessaires. Lionel. Moi, forcément, en tant que supporter, on espère un happy end demain. Mais je pense que ce Bayern-là est nettement au-dessus de nous. C'est-à-dire que collectivement, en plus, ils ont des individualités, même si on en a aussi, mais c'est qu'il y a vraiment. Je vois très peu de faiblesse à cette équipe. Et on pointe un peu la défense du Bayern. Mais comme on a pu le voir contre le Barça, oui, ils peuvent en prendre 2 ou 3, mais ils sont capables d'en marquer à foison. Je pense qu'ils sont clairement favoris pour demain. Le seul truc
qui peut nous permettre, entre guillemets, d'avoir pour moi un bon résultat, c'est ce qu'on voit un peu autour du club à l'heure actuelle, c'est-à-dire un excès de confiance, où déjà, ils en parlent comme s'ils l'avaient déjà gagné dans les journaux, etc. Tu parles de nous quand tu dis ça? Comment? Tu parles d'eux ou tu parles de nous quand tu dis ça? Je parle d'eux, du Bayern. Parce que je vois la même chose moi, avec Paris. Hein. Quoi? Des journalistes qui disent qu'on a déjà gagné? Pas qu'on l'a déjà gagné, mais que se sentent cette hyper année, je confiants. sens que c'est la bonne, Oui, je mais ça, sens que c'est ça va comme le jamais, faire, etc. etc. T'en as eu plein, en fait. Oui, mais T'en as eu- moi, je le vois plus comme une sorte de méthode Coué, en fait. C'est-à-dire que je pense que voilà, on veut s'en persuader. Alors que le Bayern, par exemple, à aucun moment, enfin, le Bayern, on voit des gens en disant, on voit des comparaisons entre l'équipe de 2013 et aujourd'hui, où ils disent déjà très clairement que celle d'aujourd'hui est clairement plus forte que celle de 2013, alors que sur le papier, pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné. On l'a vu aussi, enfin, même dans dans l'approche des choses, c'est la musique qui dit, bon, de toute façon, demain, on va gagner, on pourra être à la ligne. Enfin, moi, j'ai plus l'impression que au Paris Saint-Germain, c'est plus une question en fait, d'émotion, c'est-à-dire, on se dit, allez, on va le faire, mais de toute façon, on cherche à se persuader qu'on peut le faire. C'est comme ça que je le vis. Alors que du côté des Allemands, j'ai plus l'impression qu'ils se disent, bon, de toute façon, avec tout ce que le Bayern a déjà fait, le Paris Saint-Germain à côté, c'est de la gnognotte, on va leur marcher dessus. Ouais. Et je pense que je pense que ça peut donner aussi un petit supplément d'âme à notre équipe et nous permettre de nous dépasser, en tout cas sur ces 90 minutes. Mais dans l'absolu, je pense que c'est du 70-30 pour le Bayern. Seb. Moi, je suis plus dans du 60-40, mais il y a un truc qui était notable dans ce que tu dis, c'était particulièrement vrai contre Lyon. Il y avait des commentaires qui étaient ubuesques contre Lyon. Bon, bah voilà, on pensait jouer City. Alors maintenant que c'est Lyon, c'est bon, ça va passer. Et Lyon, mine de rien, c'est l'équipe qui, en tout cas en Ligue des Champions, leur ont posé le plus de problèmes et qui, sur leur saison, où ils ont eu leurs premiers doutes. Et tu vois, dès le match, dès la qualification, il y a eu des. Oui, alors, bon, quand on va jouer Paris Saint-Germain, il y a des attaquants très rapides. Il va falloir qu'on revoie un peu nos alignements au niveau des trucs. Tu vois, ils veulent faire jouer Pavard ou peut-être c'est un coup de bluff pour avoir un peu plus de jouera, a vitesse. priori, Oui, ça, voilà, sûr. voilà. Mais, pour avoir leur capacité à avoir des lignes. Enfin, on sentait une inquiétude qu'on n'avait jamais sentie auparavant. C'est comme si cette machine était ébranlée. Alors après, effectivement, il y a les papiers de Bill avec cette espèce de système de notation que ceux qui l'ont vu n'ont pas compris et moi non plus. Où il disait que c'était 9-4 pour le Bayern, enfin, avec des trucs où il mettait mettait Gnabry devant Mbappé. Bon, Ils n'ont pas mis Gnabry devant Mbappé. En fait, ils cumulent des points. Et ouais, mettre Lewandowski devant Neymar, parce que Lewandowski rapporte un point. Et Un point donc de pouvoir remporter. voilà. Et en fait, Gnabry et Mbappé rapportent chacun 0,5 points, donc on considère qu'ils sont au même niveau les deux. Et Maria remporte le duel entre lui et Perisic. Donc c'est comme ça qu'il faut le faire. Celui qui remporte le duel ok, rapporte. d'accord, ok, bah, j'entends, ok, j'avais pas compris et d'autres avaient compris. Mais au-delà de ça, au-delà des papiers Bild, quand j'entends les décideurs allemands, enfin, notamment le coach et les déclarations, ils n'étaient pas plus rassurés que ça. Ils étaient beaucoup moins rassurés que, par exemple, que contre Lyon. Et le match contre Lyon leur ont donné quelques doutes. Maintenant, là où je te rejoins, c'est sur notre approche mentale. Si je pense qu'on a fait un progrès, et ça, on ne saura jamais, on en revient à ce que je disais au début, par rapport aux deux matchs, là, on n'est que sur des matchs, et donc tout le monde dans le même hôtel, blablabla. Mais est-ce qu'on est prêt pour collectivement aborder une finale comme une finale doit aborder? Parce que eux, le Bayern, là-dessus, ils seront prêts. Et c'est pour ça qu'ils sont devant. Et pour moi, ils sont devant. Mais par contre, je donnerais 60-40 parce que on a un Neymar qui est en mission commandée. Est-ce que cette mission commandée va s'arrêter avant la finale? J'en sais rien. Mais si Neymar continue d'être à son niveau, si l'équipe continue de vouloir le soutenir de cette manière-là, je vois bien Neymar faire un match d'anthologie en fait dimanche. Ouais. Le seul truc entre guillemets, qui me donne de l'espoir, parce que de toute façon, j'y crois aussi. Hein. Je dis que moi, c'est 70-30, mais si au fond de moi, je crois une victoire du Paris Saint-Germain, c'est qu'on a des joueurs qui ont vécu un format mondial et qui ont gagné, Mbappé et Kimpembe, et qui ont vu un peu comment se gère l'approche d'une finale. Dans l'effectif du Paris Saint-Germain, on a aussi d'autres champions du monde, parce qu'on a, comment il s'appelle, Draxler, mais bon, même s'il n'est pas indispensable. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que
La victoire en Copa América 2019 de Thiago Silva l'a aussi libéré. Et j'ai l'impression que ce simple fait d'avoir ce joueur qui est libéré peut permettre à l'environnement, le collectif, de ne pas vivre cette pression que lui a tendance à mettre quand il n'est peut-être pas confortable dans ses souliers. Et si, Pardon. et si il est dans le même état d'esprit qu'on voit depuis le début de ce Final 8, il n'infusera pas cette crainte et cette peur, et avec ses qualités, ce sera des choses qui nous permettront de... J'entends ce que tu dis, Lionel. Après, je mettrai juste un bémol rapide. C'est qu'il y a une chose qui est l'expérience des joueurs et il y a une autre chose qui est l'expérience du club et la culture du club. Et la culture du club a malheureusement tendance à l'emporter sur la culture des joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que j'ai bien dit que moi, c'est des 70-30. Voilà. On passe je suis entièrement d'accord. Je remarque par rapport à ce que disait Dreyas, par rapport à Lyon qui a mis en difficulté Munich, Barça, dans le premier quart d'heure, Barça, il y a un partout, Barça a de grosses occasions pour mener 2-1. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que Barça a des occasions pour à partir de la 20e menée. Lyon, c'est pareil, et derrière, les deux équipes n'existent pas. Après, juste pour ajouter un truc, le Bayern est coutumier du fait de perdre contre... Oui, non, bien sûr. Après, Bayern contre... Ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Et donc ça, oui, et contre le Barça, Munich joue tout le match. Contre Lyon, on a l'impression qu'ils sont aussi peut-être un peu plus en gestion à un moment donné. Je vais poser une autre question. On parlait beaucoup de ce format. Au début, il y avait plusieurs supporters parisiens qui pouvaient dire que c'était une coupe en rabais et avec les victoires se prend au jeu et disent que finalement c'est une Ligue des Champions comme les autres. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Pour moi, à partir du moment où c'est la Ligue des Champions, ça c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire que si demain matin, City, ou bien même si le Bayern la gagne, ce sera pas une Ligue des Champions en rabais. Le Bayern aura éliminé Chelsea, Barcelone, l'équipe qui a éliminé City, Lyon. Donc voilà, après, c'est vrai que c'est pas le format aller-retour, mais une Ligue des Champions, ça, c'est une Ligue des Champions. Jusqu'en huitième, il y a eu les matchs aller-retour. Moi, enfin, s'il n'y a pas le système aller-retour, pour moi, ça ne change pas au fait que ça reste une Ligue des Champions et on rentre à la ligne, c'est tout. Et est-ce que du coup, le fait de tomber sur Munich et non pas sur Lyon, parce que si on était tombé sur Lyon après Leipzig, Atalanta et Dortmund, on aurait pu dire que, à chaque fois, on était favori en soi. Est-ce que le fait de tomber sur Munich, c'est pas une bonne nouvelle? Ça peut être une mauvaise nouvelle parce qu'ils sont favoris contre nous, mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle parce que si on les bat, justement, ça donne de la crédibilité à la performance du PSG? Au-delà de ça, c'est surtout que si on était tombé contre Lyon, pour moi, je ne pouvais pas envisager autre chose qu'une victoire parce qu'une défaite contre Lyon, je pense que là. T'imagines si on prenait Olas pendant 10 ans après? Ouais. Sincèrement, je pense que dans ce cas-là, si par exemple on avait inversé que Lyon s'était qualifié contre le Bayern, j'aurais même préféré qu'on perde contre l'Esprit que d'affronter Lyon. Au final. Je plaisante un peu, mais. Derrière, on parlait donc du format qui aurait pu être au rabais de base, mais les supporters se prennent au jeu. Je crois que tu voulais dire aussi un truc par rapport à la rivalité marseillaise qui est mise. Ouais, enfin, c'est assez marrant ce qui se passe. Alors, juste deux petites secondes. Oui, il y a... C'est juste, ouais, pendant la demi-finale, il y a eu cette rumeur, enfin pas une rumeur, des Marseillais qui ont fait le tour des bars pour demander par la force au barman d'éteindre les télés qui diffusaient le match. Il y a eu l'histoire des maillots interdits, puis finalement pas interdits. Et il y a un retour d'une haine, il y a quelque chose qui est assez notable, qui est, il n'y a jamais une indifférence du so-called QSG des Marseillais. Il n'y a jamais vraiment eu une indifférence. Mais il y a quand même une nouvelle colère qui monte, qui est assez marrante à constater de l'extérieur. Et je voulais juste en toucher un mot. C'était le petit point de Dreyas. On va passer au pronostic du match demain avant de se quitter. Lionel. Après, juste avant de pronostiquer, il faut rappeler, parce que les Marseillais nous disent pour rabais, que le format que Marseille a remporté est un format unique avec des champions. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un format identique à celui de l'OM. Il faut ajouter... Mais les Parisiens en parlaient beaucoup, justement. Ah oui, mais ça, je suis d'accord. Et c'est de bonne guerre. Moi, ça ne me choque pas que les Marseillais disent aujourd'hui que c'est une coupe au rabais, s'ils le veulent. Et si on la gagne demain, on répondra comme ils le font si bien. Bon, là. On aura gagné sur eux la Coupe Covid, pas la Ligue des Champions. C'est pas grave. On leur fera la réponse, on l'a.
Une petite stat assez marrante avant les pronos. Une seule équipe avait gagné 100% de ses matchs avant la finale. C'était Milan avant de perdre contre l'OM en finale. Ouais. Et donc là, on a Munich qui est la deuxième équipe à avoir remporté 100% de ses matchs et qui tombe contre une équipe française. Donc, Après, une deuxième stat aussi, c'est que chaque fois qu'une équipe française a gagné une Coupe d'Europe, on n'en a pas beaucoup, ça a toujours été sur le score de 1-0. Ah bah on verra. Du coup, c'est ton prono 1-0 pour Paris demain. Mais, je signe dès demain. Après, tout à fait, j'ai pas envie de pronostiquer, mais allez, je me lance, je dirais 2-1 pour Paris. Rayas. 3-1 pour Paris. Ouh là là. Moi, je continue comme en quart ou en demi. Je ne me mouille pas, je ne dis rien. Et on verra bien la suite. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci, Lionel. Merci à vous, les gars, et puis merci aux auditeurs. Merci, Drayas. Merci. Non, on ne peut pas dire petit con. Merci, l'homme à la voix cassée. L'homme enrhumé. Et on espère qu'on se retrouvera pour un prochain podcast avec de bonnes nouvelles à vous donner et disséquer sur peut-être une victoire historique. On verra ça. Bon match à tous et bonne soirée à tous. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Salut.